IDFM 98 de la Bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Une femme ce soir qui est médium, qui est guérisseuse, qui fait aussi des films, qui s'appelle Denise Kikou-Gillian. Bonsoir Denise Kikou-Gillian. Bonsoir. Vous m'avez dit que vous n'étiez pas thérapeute. Quelle différence entre un thérapeute et un guérisseur? Alors, pour moi, le thérapeute, ça impliquerait que, au niveau du lien thérapeutique, d'avoir une formation beaucoup plus solide. D'accord? Moi, je suis vraiment un canal entre les deux mondes en tant que médium, donc je peux répercuter dans les vivants avec l'énergie spirituelle de guérison ou les opérations à la Philippine que je pratique aussi. Je peux répercuter des énergies spirituelles, mais je me situe pas comme une thérapeute dans le sens où je ferai pas de suivi psychologique de la personne, où je suis pas formée plus que tant au lien thérapeutique en tant que tel. Vous habitez en Suisse. Oui. Il y a quelques années, vous avez ouvert une école où vous formez des médiums et des guérisseurs aussi. Alors absolument, ça fait une dizaine d'années que je donne des cours, ça fait 2 ans que j'ai décidé d'amener les gens à la professionnalisation et c'est pourquoi j'ai ouvert une école qui diplôme les médiums de contact, communication, les médiums guérisseurs et les médiums en art médiumnique, art spirit. Pour moi, les validations sont importantes. À terme, ce que je souhaiterais, c'est de faire reconnaître cette profession par les médecins. En Suisse, on a la chance qu'il y ait une ouverture politique quand même assez importante et on a une grande liberté de pratique. C'est une formation qui se fait sur combien? 2 ans? Très souple, sur 1 an, 2 ans ou 3 ans, selon les cursus que les personnes choisissent. Ce sont 3 diplômes distincts, communication, guérison ou art spirit. Je recommande de faire le tout sur 2 à 3 ans. C'est vers Lausanne. Donc, une école qui s'appelle... Alors, mon école s'appelle l'École de l'Infini. C'est joli. Et j'ai un centre spirituel avec des séances, des méditations guidées, des guérisons publiques gratuites, etc., qui s'appelle l'Atelier Infini. L'Atelier Infini. Ok. Et là, vous venez de publier un livre sur le guide de médiumnité, contact, guérison et créativité. C'est chez quel éditeur? C'est aux éditions Favre, qui a édité tous mes livres jusque-là. Donc, qu'est-ce que vous donnez dans ce guide qui serait différent de ce que vous faites dans votre école de l'infini? Alors, à l'origine du projet, je souhaitais un manuel pédagogique de cours pour mes élèves, de façon à ce qu'ils aient une trace de toute la théorie que je donne. En écrivant ce manuel pédagogique, je me suis dit, mais c'est tellement de travail. Et au fond, ça m'intéresse tellement de pouvoir aider tout un chacun à relier les deux mondes que j'en ai fait un ouvrage qui s'adresse à tout le monde, même ceux qui ne suivent pas de cours de médiumnité, de façon à pouvoir démarrer tout seul. Et le livre contient toute la théorie dans les 3 domaines, contact, guérison et art médiumnique, ainsi que les exercices que je donne dans mon école, alors évidemment pas tous, ceux que je pouvais formuler par écrit, des méditations guidées, une foire aux questions et des conseils pratiques. Donc c'est vraiment un ouvrage pédagogique très complet. Et là, ça fait quand même maintenant 6 mois qu'il est sorti, donc j'ai pas mal de retours de personnes qui effectivement témoignent pouvoir se débrouiller tout seul, en bon bout. Puis ensuite, bien sûr, si on a envie de l'énergie du groupe, si on a envie d'approfondir, c'est chouette de prendre des cours. Donc, vous en êtes arrivé à être médium. Racontez-moi un peu votre vie. Je pense qu'on ne se déclare pas médium comme ça du jour au lendemain. Ça vous est arrivé quand la première fois? Alors, je ne le verbaliserai pas comme ça. Mon premier métier, c'est le cinéma. Je suis réalisatrice de films. J'ai toujours fait des films très engagés socialement, où je montre toujours en quoi l'art, l'action artistique peut aider des personnes à retrouver une forme de dignité. Donc, il y a déjà cette notion soufflée sur l'âme pour aider les gens à aller mieux. Et ça a pris 20 ans de ma vie. J'ai fait une centaine de films de ce type-là. Je peux pas répondre à votre question telle que vous la formulez parce qu'en fait, il n'y a pas eu un événement qui m'a ouvert les yeux sur ma médiumnité, mais c'était plutôt une posture intérieure depuis toute petite où j'ai toujours dit, quand on veut quelque chose, on sort ses antennes et l'univers nous répond. Ou bien, c'est magique. Je me lève le matin, je pense à Caroline et je rencontre Caroline. Ou je prends un livre dans ma bibliothèque et je tombe sur la réponse de la question que je porte dans le cœur depuis une semaine. Voilà. Donc, c'était plutôt une posture comme ça, d'amusement, de jeu, qui m'a toujours accompagnée, avec cependant un dialogue avec mon grand-père défunt, qui est décédé, que j'adorais, un de mes grands-pères en particulier, qui était un grand mystique, ésotérique, qui m'a beaucoup transmis au niveau spirituel et qui est décédé quand j'avais 18 ans. Et dès lors, il n'y a pas un jour qui a passé sans que je discute avec lui. Et mais pour moi, c'était la norme.
énorme, c'était pas waouh, j'ai une révélation. Et en 2005, en Suisse, il y a eu une première école de médiumnité qui a ouvert et il y a une journaliste qui a eu l'excellente idée de faire un papier dans la presse écrite. Et mon ex-mari, en regardant cet article, a été interpellé et il m'a dit: tu devrais suivre cette école parce que on comprendrait ce qu'il t'arrive. Et je lui ai dit: ah bon, qu'est-ce que c'est que cet article et qu'est-ce qui m'arrive? C'est lui qui m'a dit: mais regarde, t'as tout le temps des prémonitions, les autres te sont lisibles, tu sais ce qu'ils vont te dire avant même qu'ils ouvrent la bouche, tu remarques tout de suite quand quelqu'un te ment, etc., etc. Qui lui était plus intrigué que moi parce que pour lui, c'était pas la norme. Alors voilà, une espèce d'impulsion guidée et comme ça, je me suis inscrite à cette école, l'école Fréquence à Neuchâtel, mais vraiment sans trop réfléchir. Et médiumnité, j'avais jamais pensé, j'avais jamais pris de ma vie un contact médiumnique. J'étais vraiment à 10 000 kilomètres avec mon métier de réalisatrice. Puis en fait, je suis tombée dedans parce que je me suis aperçue qu'il y avait plein de gens qui me ressemblaient, que ça portait un nom, que ça s'appelait de la médiumnité et qu'il y avait des protocoles qui me permettraient d'aller plus loin. Puis après l'école Fréquence, je me suis surtout formée aux Philippines. Et une de mes spécialisations, c'est les extractions, les opérations philippines, extraction de mémoire erronée, que j'utilise comme des séances de libération par rapport à des addictions, par exemple, par rapport à des pathologies lourdes ou des mémoires transgénérationnelles ou karmiques dont on a du mal à se défaire autrement. Une autre spécialité où j'ai complété ma formation et que j'adore, c'est le channeling, la transparler. Les Philippines n'ont pas forcément une bonne presse. Alors, vous êtes allé là-bas, vous avez vu vraiment ces gens extraire des choses des corps sans qu'il y ait de trucage? Alors, ouais, c'est une longue histoire. Je vais essayer de vous résumer. J'ai été amenée, comme très souvent dans ma vie, en fait, je suis bien guidée. J'ai été amenée alors que je faisais un film qui s'appelle Médium d'un monde à l'autre et que je m'interrogeais sur différentes pratiques de guérison dans le monde entier. J'ai été amenée à rencontrer celui qui allait devenir mon maître en extraction philippine, un grand guérisseur philippin qui s'appelle Alex Orbito, qui aujourd'hui est décédé. Il était à Genève en train de donner des soins et j'ai eu l'immense chance d'être intégrée à son équipe. Et en fait, c'est un tout petit monsieur, très enfantin, très joyeux comme ça, qui avait décidé de former des Occidentaux, partant du principe que notre médecine à nous allait bientôt se casser la figure et qu'on aurait de nouveau besoin d'une médecine plus énergétique et plus spirituelle. Donc il est sorti de Philippines pour former des gens et surtout, c'était un grand guérisseur, donc il allait un peu dans le monde entier pour faire ses opérations et notamment, il venait chaque année à Genève. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Donc, il y a eu un espèce de coup de foudre pour ce monsieur et sa fraîcheur, son côté enfantin. Et puis moi, j'étais en train de faire une exploration pour un film, pas moi pour une formation. Donc, j'avais une forme de neutralité, je dirais. J'ai mis ma casquette journaliste, enquêtrice, et avec un peu de recul, j'ai observé ce qu'il a fait avec beaucoup de scepticisme, parce que je suis une occidentale bien cartésienne, et il m'a fallu un long chemin pour avoir la foi que j'ai aujourd'hui. Donc, les opérations philippines, d'abord, je les ai observées vraiment avec mon regard de cinéaste, à me dire, mais c'est quoi cette histoire? Elle est où? L'arnaque, pour rejoindre votre question. Et je suis allée une première année aux Philippines avec ce regard-là, vraiment à chercher le foie de poulet ou le sang qu'ils auraient pu cacher, je ne sais pas où, dans la salle d'opération. Et j'ai senti en moi, au bout de 15 opérations, où effectivement, il y a une extraction qui se manifeste comme ça. Ils entrent dans le corps avec des doigts de lumière, c'est bien sûr pas les doigts du guérisseur qui entrent, mais ces doigts de lumière percent. Et lorsque les doigts de lumière percent le corps, il y a du sang qui coule, et c'est très concret et très visuel. Puis ensuite, Alex, comme d'autres vieux Philippins, je dis vieux parce que la jeune génération matérialise moins, extrait du corps la négativité qui se cache derrière la pathologie. On ne va pas sortir la tumeur ou le cancer ou les métastases, on est bien d'accord, mais ils vont sortir la négativité qu'il y a derrière la pathologie et ça peut être du plastique, ça peut être de la corde à linge, ça peut être une matière qui ressemble à du foie de poulet. D'accord ? Cette matérialisation n'a pas toujours ni la même odeur, ni la même couleur, ni la même texture. Et les premières fois que j'ai vu ça, j'y croyais pas. Bon, il y a un truc. Mais j'ai senti peut-être au bout de 15 opérations, quelque chose en moi qui lâchait, où tout d'un coup, je me suis dit, oh, mais c'est pas le monde qui est limité, c'est ma tête, c'est moi, c'est ma conscience. Et vraiment, il y a eu comme un surcroît de foi que je n'ai plus jamais perdu depuis. J'ai dit, écoute ma grande, c'est toi qui es limité. C'est pas le monde, c'est pas le miracle.
Dès lors, j'ai plus douté de ce que je voyais et ça a été le début d'une formation personnelle où là, j'ai mis une autre casquette que celle de cinéaste et j'ai été 3 années de suite en fait me former avec Alex, toujours avec ce même maître, qui est devenu mon médecin aussi quand moi j'ai des bobos. Heureusement, j'ai jamais eu rien de grave, mais chaque fois que j'ai eu des bricoles de santé, c'est lui qui m'a sorti d'affaire. C'est lui qui m'a permis aussi d'arrêter de fumer. Je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. J'étais vraiment une grosse fumeuse, moi. En 2 minutes d'opération, j'ai plus jamais touché une cigarette de ma vie. Donc, il y a une réalité aussi que j'ai pu percevoir dans mon corps de l'efficacité de cette médecine. En Suisse, il y a malheureusement très peu de gens formés aux extractions et je trouve que c'est extrêmement aidant par rapport aux addictions, mais aussi par rapport aux comportements toxiques, karmiques qu'on reproduit. Je sais pas, les blessures d'abandon, les blessures d'abus, les blessures de j'arrive pas à prendre ma place, etc. Très souvent, on remonte loin au niveau transgénérationnel ou karmique et on est un peu démunis. Puis, vous parlez de thérapeutes. La plupart des thérapeutes, même les psys, hautement formés, sont très démunis par rapport à cette récurrence-là. Et j'ai pu observer que ces opérations philippines sont, elles, très efficaces. Et c'est efficace d'autant plus que ça dure 5 minutes. L'opération en tant que telle, elle est extrêmement rapide. Donc voilà, je me suis spécialisée là-dedans et avec bonheur, ça fait partie maintenant des choses que j'offre à mes clients et ça fait partie, même si Alex est mort, ça fait partie des rares médecins, des rares thérapeutes dans lesquels j'ai pleinement confiance pour moi et mes enfants. Donc, est-ce que vous pouvez, vous, si vous avez été formé, guérir comme le faisait Alex? Est-ce que vous pouvez former des gens pour faire cette guérison des Philippines? Alors, votre question est très intéressante parce que ça touche un point éthique où non, je ne me suis pas donné le droit de former des gens ici en Occident comme les Philippins nous forment, pour la simple et bonne raison que je crois aussi que parfois il y a à aller à la source. D'accord? On apprend le chamanisme en Amazonie ou à Mexico et pas à Paris, au même titre qu'on apprend les extractions philippines aux Philippines. Par contre, j'ai développé une technique, je dirais, qui me permet d'initier les gens à l'extraction, absolument. Et on peut déjà faire un bout. Mais pour la suite, pour ceux qui sont passionnés, qui ont une énergie qui correspond à ça, parce qu'il faut aimer faire ça aussi, c'est pas donné à tout le monde. Alors je les invite à aller se former pour la suite aux Philippines. Même si Alex n'est plus là, il y a d'autres guérisseurs qui ont pris le relais. Je trouve juste d'aller sur la terre d'où ça vient, par exemple, parce qu'il y a des mantras extrêmement puissants qui accompagnent ces extractions. Et je ne me sens pas le droit de donner ces mantras, d'accord? C'est vraiment aux Philippins de donner ces mantras, s'ils le choisissent, aux élèves qu'ils choisissent. Donc moi, je donne le principe de base technique, les modes respiratoires, etc., mais certainement pas les mantras ou des choses qui sont de l'ordre du secret de la transmission de maître à élève. En ce qui concerne l'addiction au tabac, est-ce que vous vous rappelez quand Alex vous a retiré cette addiction, où est-ce qu'il a mis les mains? Oui, alors c'est devenu une de mes spécialités. J'ai 2 jours par année des journées d'opération Stop Addiction, cigarettes, mais aussi cocaïne, somnifères, le sucre, le sexe, les écrans, toute forme d'addiction, l'alcool bien évidemment. Et c'est intéressant pour moi les addictions parce que c'est un des rares domaines où on peut quantifier d'une façon extrêmement fiable et objective le taux de réussite. Parce que la plupart du temps, on est dans la subjectivité avec la guérison spirituelle. Déjà parce qu'en Occident, les gens ont plutôt de l'argent, donc ça veut dire que c'est très rare quelqu'un qui ne voit que nous, donc on aurait tort de s'attribuer un succès XY. Mais avec les addictions, les gens savent combien ils fument, combien ils boivent, combien de gâteaux ils mangent pour ce qui est de l'addiction au sucre, combien d'heures ils passent derrière leurs écrans. Ça veut dire que 6 mois après les avoir reçus, j'envoie des formulaires de satisfaction avec évaluation du nombre de cigarettes fumées encore ou pas, des verres d'alcool, etc. Donc là, c'est super intéressant parce que je peux affirmer aujourd'hui qu'on a à peu près 70% de réussite dans n'importe quelle forme d'addiction. Donc c'est énorme, c'est fantastique. Maintenant, oui, je me souviens, moi, Alex, où c'est qui m'a opéré, parce qu'il y a des portes, en fait, d'entrée dans le corps. Donc, pour la cigarette, les portes, c'est les poumons, c'est la cage thoracique. D'accord? Après, dans ma façon de pratiquer, il n'y a pas une porte alcool est égal à foie, par exemple. D'accord? Parce que les organes, ils ont d'autres fonctions. Par exemple, le foie, c'est la colère. Le plexus, ce sont les émotions. Alors, quand je sens, ou que les guides, parce que je ne sens pas toujours moi en transe, je suis en transe profonde pour faire ça, quand les guides dirigent ma main sur le foie, je sais qu'il y a là, en fait, quelque chose qui est de l'ordre de la colère qui a rendu cette personne addictive. Ou quand on me fait aller sur le 2e chakra, le bassin, je sais que c'est quelque chose qui est de l'ordre de je trouve pas ma place, je sais pas qui je suis dans ce monde, d'accord, qui fait que la personne boit.
Donc voilà, donc il n'y a pas non plus des portes comme ça où la clope c'est ici, l'alcool c'est ici, la cocaïne c'est ici. C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est plutôt des portes qui correspondent à des aspects psychologiques de la personne. Alors, en ce qui vous concerne, une fois qu'il vous a fait la séance anti-tabac, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que tout de suite, vous avez plus envie de fumer? Il y a eu un dégoût? Comment ça s'est passé? Oui, alors ça se passe comme ça. Ce sont des opérations qui sont très choquantes parce que c'est très rapide. On arrive, on reçoit des pré-soins. Alors ça, c'est valable aux Philippines comme chez nous, hein, c'est pour ça que je dis on. Il y a une équipe d'assistants qui donne des pré-soins aux clients, aux patients. Et ce qui permet au guérisseur qui va opérer d'être dans une transe très, très, très profonde et de plus ouvrir les yeux pendant des heures et des heures et d'opérer à la chaîne. Parce que ce qui est difficile en transe, c'est de sortir, revenir. Donc, nous, c'est vraiment pain béni de pouvoir rester dedans. Donc, ces assistants nous permettent de le faire. Et ensuite, l'opération elle-même est très rapide. Ça veut dire que pour le patient, il vient, il est chouchouté par des assistants. Ensuite, il est couché sur une table de massage et l'opération est reçue en 2 à 5 minutes, selon le nombre de points à opérer dans le corps. On n'est pas endormi et cependant, il y a une forme d'anesthésie spirituelle qui opère parce que ça fait pas mal, même quand il y a matérialisation. Et puis, il y a quelque chose dans le cerveau qui est comme mais tellement au service de la guérison, comme si le cerveau n'était plus capable de réfléchir. C'est une sorte d'anesthésie spirituelle, voilà, je vais dire ça comme ça. Donc, on sent pas grand-chose dans le corps. Par contre, on entend les bruits, par exemple, de la matérialisation. On peut sentir des odeurs. Et ensuite, au moment où le patient se relève, au moment où je me suis relevée de l'opération de cigarette, on est un tout petit peu étourdi. Mais là, de nouveau, il y a des assistants qui nous aident à aller nous asseoir ou nous coucher pour intégrer ce soin. Et l'intégration, je dis, selon les gens, prend entre 5 minutes et 1 heure. On reste tranquille, couché par terre ou en recevant encore des post-soins s'il y a une équipe d'assistants suffisante. Puis ensuite, c'est bon, on se relève et c'est terminé. Plus jamais on ne touche à une cigarette, dans mon cas, ni de nicorette, ni de patch, ni de substitution. Alors que ça faisait 30 ans, moi, que je fumais et que je fumais beaucoup. C'est comme si on nous sort de notre champ de conscience cet élément-là, l'alcool. Donc, il n'y a pas de raison d'y retourner, sauf si à un moment donné, on se dit, et puis ça, c'est le piège, hein, sur les années, on est dans une soirée un peu sympa, on dit, allez, juste une petite cigarette ou juste un verre de rouge, je vais gérer, puis ça, alors, c'est le gouffre, évidemment. Parce qu'une cigarette va appeler la deuxième cigarette ou un whisky va appeler le deuxième whisky. C'est une histoire de manque quelque part. Est-ce qu'il ne remplit pas pour ses addictions plutôt qu'il retire? Alors, bien sûr, après qu'on ait retiré et extrait, on remplit. C'est indispensable. Je dirais ensuite, ce qui se joue quand même, c'est la discipline du patient. Si on veut vraiment arrêter de fumer, on ne va pas reprendre cette fameuse cigarette juste pour voir, ou ce fameux whisky juste pour voir. On n'en a pas besoin. Parce qu'il n'y a plus de manque affectif. Cette pathologie psychologique qui était à l'origine de l'addiction est retirée. C'est elle qui est extraite. Donc, il y a vraiment zéro raison. Je dirais les gens qui replongent, c'est plus par habitude. Je sais pas si chaque fois que je travaille à l'ordinateur, paf, je m'allume une cigarette, le geste, lui, peut manquer. Alors, il faut le remplacer. Puis après, il y a l'alcool sociétal. Celui-là, il est difficile. Quand vous passez une soirée avec des gens qui picolent tous et puis que tout le monde est bourré à 11 heures le soir et vous pas, c'est pénible. Donc, très souvent, il faut quand même faire l'effort. Après, ça, on ne peut pas l'opérer. D'accord, faire l'effort d'éviter les cercles d'amis qui boivent trop ou pour des drogues plus dures, hein, pour les cocaïne ou je sais pas, ecstasy, etc. C'est sûr que si on continue à participer à des soirées ecstasy sans vouloir prendre des ecstasy, c'est complètement absurde. Donc je dirais là où ça marche pas, c'est pour des gens qui sont pas prêts à vraiment arrêter et puis faire le sacrifice pendant un certain temps d'un changement de mode de vie. Deuxième partie de cette Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM IDFM, 98.fr sur toute la planète Terre. Nous continuons avec Denise Kikou Gillian. J'ai vu un documentaire, celui où vous rentrez dans une prison pour donner aux détenus la possibilité de faire un film. Il date d'il y a une quinzaine d'années. Est-ce que vous avez revu les détenus de cette époque-là? Alors ouais, c'est un joli projet où j'ai eu 1 an pour mettre en place un atelier cinéma dans un pénitencier de haute sécurité en Suisse et permettre aux détenus de se former et de réaliser des courts-métrages.
documentaire avec moi, toujours partant du principe que l'action artistique, la créativité permet aux gens de retrouver une dignité et de se remettre debout. Et ça, moi, c'est ce qui m'intéresse et c'est ce que j'ai fait dans mon cinéma depuis toujours. Évidemment, ça s'accompagne ensuite d'une observation de terrain. Comment est-ce que les personnes qui ont participé à un atelier, là c'était l'atelier cinéma et des détenus, mais il y a eu d'autres ateliers avec le théâtre et des SDF, etc. Comment est-ce que la personne va pouvoir s'approprier ensuite ce bienfait d'avoir réussi à faire un film? Donc je revois toujours les gens à peu près 1 an, 2 ans, 5 ans après. Donc bien sûr, j'ai revu les détenus, pas tous, parce qu'au bout d'un moment, j'ai plus eu les autorisations de retourner en prison les voir, puis j'arrivais plus à réunir le groupe. Par contre, j'ai revu tous ceux qui étaient sortis, soit durablement, soit temporairement. Alors, ce que j'ai observé, c'est que oui, le cinéma et le fait de créer ces films leur ont permis vraiment de retrouver une identité jolie, une identité qui fait du bien à l'âme, dans la mesure où certains n'avaient jamais pu dans leur vie se montrer face à leur famille, par exemple, comme quelqu'un d'autre qu'un truand ou qu'un dealer ou qu'un tueur. Alors tout d'un coup, de pouvoir appeler sa famille puis dire « Hey, j'ai fait un film, viens, je t'invite à la première » et d'être posé comme un réalisateur, ça change évidemment toute l'image et le lien avec ses proches. Donc ça, c'est un des premiers bénéfices qui reste durable, bien sûr, dans les liens familiaux retrouvés ou les liens amicaux retrouvés. Et puis par rapport à l'estime d'eux, évidemment, ça leur permet ensuite d'asseoir quelque chose d'autre. Maintenant, ce que j'ai observé aussi, c'est qu'avec les détenus de très longue durée, c'est difficile de sortir. Donc même ceux de mon groupe qui sont sortis et qui ont pu un petit bout retrouver une vie, je mets des guillemets, normale, et notamment l'un d'eux qui a ouvert une forge, c'est un ferronnier, il a ouvert une forge, il a pu ouvrir une entreprise qui a eu suffisamment d'ampleur pour avoir des employés, etc. Quelques années après, il est retombé, lui c'était l'alcool, on parlait d'addiction tout à l'heure. Il est retombé dans l'alcool et puis il a tout perdu et il a demandé lui-même, pour pas refaire des conneries un peu plus graves, à être en foyer fermé. Ça veut dire qu'il est dehors la journée et puis le soir, il va dormir en foyer fermé. J'avais un jeune aussi, Patrick, là dans le film, 40 ans. Il a fait un diplôme d'informaticien dedans, il est sorti, il a trouvé du travail, tout allait bien. Et puis pareil, le vertige du vide, le vertige du non-sens de la vie. Il a demandé à être hébergé la nuit pour ne pas faire des conneries. Parce que le vertige du vide, le non-sens de la vie, ces deux-là rattrapent. Enfin, le constat que je fais aujourd'hui, c'est que c'est bien joli de permettre la réinsertion ou d'aider à travers l'art, comme j'ai fait à l'époque, à retrouver une forme de dignité, c'est bien, mais ça suffit pas. Parce que derrière, il y a toutes les questions existentielles et spirituelles, pour faire le lien entre mes deux métiers, entre la médiumnité et le cinéma et le social. Il y a toute cette part de comment je donne du sens à ma vie. Qu'est-ce que je suis venue faire sur cette planète? Quelle est ma mission d'âme? Qu'est-ce que je fais là? Comment je m'intègre dans cette société qui est une société d'une souffrance, d'épreuve pour beaucoup de gens? Alors là, ce que ça m'a donné envie de transformer, c'est de remonter des ateliers créatifs en prison ou ailleurs, avec des personnes en situation de fragilité, mais d'y associer des méditations, par exemple, et des enseignements spirituels ou médiumniques. Alors, en ce qui concerne les petits films qu'ils ont fait chacun, ils sont où? Est-ce que l'autorité pénitentiaire vous a donné le droit de les montrer? Parce qu'il y avait tout ce côté aussi censure dans le pénitencier qui était là. Alors, ils sont où ces films? Ils sont sortis de la prison? Alors ouais, c'était très compliqué à gérer parce que bien évidemment, c'est le rôle d'un directeur de prison de protéger la sécurité de tous, hein, c'est son job. Puis moi, mon rôle de cinéaste, c'est de sortir les images. Donc c'était extrêmement difficile et du coup, j'ai dû produire moi-même le film. Aucun producteur ne pouvait prendre le risque de produire et de devoir peut-être rembourser l'argent déjà dépensé à cause d'interdiction. Donc ce que j'ai fait, j'ai signé un contrat avec la direction de la prison qui me permettait de filmer assez librement dedans, mais qui m'interdisait de sortir absolument n'importe quelle image, même une image, une photo, sans leur autorisation. Alors j'ai fait les montages des films des détenus, il y en a 5 en tout. J'ai fait les montages de mon film, de mon long métrage qui s'appelle Article 43, long métrage qui après est sorti au cinéma. Et puis ensuite j'ai été montrer tout ça au service de sécurité et à la direction de la prison. Et j'ai eu le feu vert, j'ai dû changer qu'un plan, qui était un plan qui dévoilait le visage d'un Securitas
Et ils m'ont juste demandé de le flouter pour sa sécurité à lui et le respect de sa famille, ce que j'ai absolument compris et j'ai fait. Et sinon, le cadre qu'il m'avait posé était suffisamment clair, précis, et moi j'ai suffisamment été honnête pour jouer le jeu du cadre. Ça veut dire qu'il y a eu 0 censure. Et donc les 6 films, le mien plus les 5 films des détenus, sont sortis au cinéma. En Suisse, je les ai tournés pendant 2 ans dans les cinémas suisses romands et surtout dans les écoles, les universités, etc. Et les détenus, il y avait 2 détenus qui sont sortis au moment où j'ai diffusé les films et ils m'ont accompagné dans les écoles, les universités pour faire de la prévention. L'un avait tué quelqu'un, tué sa meilleure amie sous l'emprise de l'alcool et cet homme était très touchant quand il parlait de ça et du coup on a pu, grâce à lui aussi, faire de la prévention anti-alcool auprès d'élèves qui avaient entre 15 et 20 ans. Donc ces films ont beaucoup vécu et aujourd'hui vous pouvez tous les voir sur ma chaîne YouTube qui porte mon nom, Denise Kikou-Gillian. Tout ça est en visionnement libre. C'est là où j'ai vu l'article 53. Quels sont les films aussi qu'il faudrait voir en priorité? Alors, dans les documentaires à caractère social de cette veine-là, article 43 qui la montre au cinéma en détention, j'ai un film que j'aime énormément qui s'appelle Les Bas-fonds, qui est un travail que j'ai fait sur plus d'1 an sur une expérience théâtrale à Paris qui suit une trentaine de SDF qui participent à un atelier théâtre mené par Serge Sandor, qui est un Français connu pour son travail en milieu défavorisé. Il a beaucoup travaillé avec les SDF dans le monde entier. Il travaille à Mexico, à Cuba, et il travaille aussi en Asie, en hôpital psychiatrique. Et Serge fait un travail formidable avec ses SDF sur une année et ils ont fini par jouer Les Bas-fonds de Maxime Gorky au Théâtre National de Chaillot. Et j'ai filmé du tout premier atelier théâtre jusqu'à Chaillot, cette évolution. Celui-là aussi, vous le trouvez sur ma chaîne YouTube, gratuitement, il est offert. Ça, c'est pour les films sociaux que j'aime beaucoup. Il y a encore une biographie d'un détenu condamné à perpétuité devenu peintre en prison, Angelo Donadoni. Le film s'appelle Mon père, cet ange maudit, qui est un film que j'aime beaucoup, qui parle là de comment un gangster reconnu comme hautement dangereux, psychopathe, qui prend perpète dans 4 pays d'Europe, comment retrouve-t-il sa fille qu'il n'a jamais reconnue? Et c'est un documentaire, donc j'ai tout filmé. C'est sa vraie fille qui va pour la première fois à l'âge de 20 ans voir son vrai père en prison. Ça, c'est pour les 3 films qui font le lien entre la créativité et le social. Et puis dans les films spirituels, je recommande de voir Médium d'un monde à l'autre, c'est un film sur la médiumnité, et puis Aux frontières de la mort, qui est un film sur les expériences de mort imminente. Et les 2, vous les trouvez aussi sur ma chaîne. J'ai décidé à un moment donné que je ferais tout mon travail de cinéaste. Alors, il y a quand même ce livre qui est paru, vous dites, il y a 6 mois, qui contient tout un tas de clés, on peut dire, pour devenir médium. C'est quoi devenir médium? C'est donner de la place à son âme pour qu'avec son âme, on puisse être canal entre le monde spirituel et le monde incarné. Nous sommes tous des médiums potentiels car nous sommes tous constitués aussi d'une âme. Pour moi, c'est clair qu'on est fait d'un corps physique, bien évidemment, d'un corps psychique, le mental et les émotions, et d'un corps spirituel qui est l'âme. Et cette âme va nous survivre après la mort. Et je crois également en la réincarnation, ça veut dire que cette âme vient de loin, ira loin. On est incarné pour un temps donné dans ce corps-là et cette expérience-là. Et la médiumnité, c'est apprendre avec cette âme à faire une forme de télépathie, en fait, se mettre en contact avec des défunts ou des alliés, des guides ou des médecins du ciel, j'aime bien les appeler les guides, qu'on va attirer en fonction de l'intention qu'on pose. Par exemple, si je veux des enseignements pour écrire un livre, L'au-delà sans peur, par exemple, c'est pour pratiquer l'écriture en guidance, eh bien, je vais poser une intention de demander au monde spirituel de venir m'aider à éclaircir une question ou une autre pour le plus grand bien de tous. Et dès lors que je pose cette intention, le juste guide pour m'aider va venir, soit pour l'écriture, soit pour la guérison, soit pour les contacts channeling. Donc c'est l'intention que je pose qui attire la bonne personne. Et dès lors que je me mets en chemin et que j'apprends cette forme de télépathie, de sensitivité avec le monde spirituel, eh bien oui, je deviens une médium. Tout le monde peut devenir médium. Et j'ai formé déjà à peu près 700 personnes, peut-être même plus. Et sur les 700, tout le monde y arrive. Mais c'est comme avec le flamenco ou le dessin. D'accord, il y a des gens qui sont talentueux, qui ont une forme de don pour le flamenco, par exemple, ou pour la médiumnité, et alors, quand ils prennent des cours, ils excellent. C'est extraordinaire comme résultat. Puis ceux qui sont plutôt pommes, en flamenco ou en médiumnité, peuvent tendre à un niveau pas mal.
d'accord, mais peut-être pas à l'excellence. Ben voilà, c'est la même chose. Tout le monde y arrive à un bout. Et puis après, certains ont du talent, d'autres moins. Alors, ces guides que vous entendez, est-ce qu'il n'y en a qu'un? Non, vous avez dit 16, ça veut dire qu'il y en a plusieurs en fonction de ce qu'on demande. Est-ce que vous les entendez du point de vue auditif? Comment ça se passe? Alors, nous avons 6 organes de perception, tous. L'image, qui est le plus fréquent. Presque tous les humains, nous pensons en image ou nous rêvons en image. Donc l'image est assez facile. Et l'image est vraiment un langage universel dans la mesure où l'image est porteuse des symboles. Et le monde spirituel s'exprime beaucoup sous forme d'images symboliques. Donc l'image, je dirais, il y a 85% des gens qui l'ont. Ensuite, on a le son, qu'on appelle la clairaudience. C'est plus rare. Le son, c'est j'entends vraiment à l'intérieur de ma tête quelqu'un qui me parle, un guide qui me parle, ou des musiques. J'entends des voix. J'entends des voix. Alors, il est facile de faire la distinction entre un entendeur de voix qui en souffre pathologiquement et qui ferait bien d'aller consulter pour sortir de cette souffrance-là, et un médium. C'est que nous, les médiums, si nous entendons des voix, c'est très joyeux. C'est utile, joyeux, ça ne nous encombre pas. Quelqu'un qui est un entendeur de voix au sens pathologique du terme va être encombré par ses voix, ça va survenir à n'importe quel moment et ça va pas toujours être sympa ce qu'il entend. Donc ça, c'est une façon de faire la différence assez basique, assez simple, la joie. Donc ça s'appelle la clairaudience. Ensuite, on a un troisième organe qui est le clair ressenti, la clairsentience. Et c'est comme si on avait un corps, c'est notre corps éthérique, notre corps spirituel autour de nous, et qui est un réel organe de perception. Donc, le clair ressenti, certains médiums dont je fais partie, on ressent dans le corps physique aussi, pas que dans l'aura, pas que dans le corps éthérique. Donc évidemment, c'est très pratique pour les guérisseurs, parce que si mon patient a mal au foie, moi je sens dans mon foie que j'ai mal, par effet de résonance. Donc ça, c'est la clairsentience. Ensuite, nous avons la clairolfaction, les odeurs. Et là, alors, on se rapproche de la médiumnité dite physique. Ça veut dire que les odeurs, tout un chacun peut les sentir. Et c'est peut-être des odeurs guérissantes lors d'un soin. Tout d'un coup, je sais pas, il y a du millepertuis ou de la lavande, parce que ça fait du bien aux patients. Ou ça peut donner à un médium guérisseur une indication d'une prescription à faire. Vous devriez mettre en diffusion d'odeurs chez vous de la violette, que sais-je. Ça s'appelle la clairolfaction. Et on a la clairgustation en 5e position. Ce sont des goûts qu'on a réellement dans la bouche, utiles pour compléter l'image. Par exemple, si j'ai l'image d'une défunte, tout en ayant dans ma bouche un goût de confiture, je peux associer les deux choses. J'ai ici une petite grand-maman qui avait les cheveux blancs, bouclés, qui portait un tablier à fleurs, et il y avait un goût de confiture aux fraises. Peut-être vous offrait-elle tout le temps de la confiture aux fraises, ou peut-être alliez-vous cueillir des fraises avec elle, ce qui permet une accélération de l'identification du défunt, par exemple. C'est la clairgustation. Et le 6e organe s'appelle le clairsavoir. C'est plus difficile à distinguer parce que notre intuition s'en rapproche. C'est ces moments où on sait de façon fulgurante et on ne sait pas comment on sait. Je me pose une question et paf, la réponse me tombe dans ma tête. Je ne sais pas comment. Alors, une façon de faire la différence entre les idées que je génère avec mon cerveau et puis le clair-savoir, c'est que les idées que je génère, elles ne me traversent pas. Elles restent dans ma tête et je peux me poser pour y réfléchir. Alors que le clair-savoir, c'est comme si l'idée, elle me traverse d'une façon fulgurante et je dois être très attentive au moment où ça me traverse parce que je la perds. C'est la petite voix qu'on n'écoute pas. Oui, c'est celle-là. Et on dit après, mais j'aurais dû écouter. Alors, on va revenir sur la clairaudience. Vous dites que ça apporte la joie. Je suis pas persuadée qu'au départ, ça apporte la joie parce que moi, ça m'est arrivé d'entendre peu souvent dans ma vie, mais d'entendre une voix d'homme dans ma tête qui était là uniquement pour me prévenir d'un danger. Ça m'a pas vraiment mis en joie, ça m'a presque fait peur. Est-ce que vous avez pu en faire quelque chose? Est-ce que cette mise en garde vous a été utile d'une façon ou d'une autre? Oui, je l'ai écouté. J'ai écouté. De toute façon, j'avais pas le choix. Tant que c'était sur moi ou sur ma famille, ça allait. Mais une fois, c'est arrivé sur quelqu'un que je connaissais pas et 2 prénoms sont apparus dans ma tête, genre prénom composé. Et finalement, c'était le prénom de son père et de son frère qui tous les deux s'étaient suicidés. Et il fallait absolument que je lui donne un prénom puis après le deuxième. Ça m'a perturbée. Je veux dire, ça ne doit pas être qu'à moi que ça arrive. Ça m'a vraiment perturbée. Donc la joie, à quel moment elle arrive? Peut-être quand on accepte. Oui, merci de votre témoignage parce que si je peux me permettre de me baser sur cet exemple, je vous connais pas, mais voilà ce que ça m'évoque. Des personnes qui ont le don
médiumniques, et visiblement vous avez les portes ouvertes pour une raison XY, peuvent recevoir effectivement des informations de ce type, mais aussi voir des défunts et s'en sentir très mal, très encombrés parce qu'on ne le demande pas, c'est juste parce qu'on a les portes ouvertes à notre insu. Et heureusement, vous vous étiez informé, puis vous avez pu faire le lien entre ces voix et la médiumnité. D'autres auraient pu s'effondrer et courir chez le psy et se bourrer de neuroleptiques. Donc, heureusement que vous aviez cette clairvoyance-là et ces connaissances-là. Alors, évidemment, c'est pas joyeux du tout. Pour moi, ce sont des personnes qui ont le don et qui subissent leur don. Et j'en ai pas mal dans mon école qui viennent parce qu'ils ont le don. Et ça les encombre. Par exemple, les gens qui font des expériences de mort imminente reviennent très souvent de la mort avec ce type de don. Mais ils savent pas quoi en faire, ça les encombre. C'est vraiment très gênant de savoir qui est l'autre quand il nous ment et de quelle pathologie il souffre quand on n'a rien demandé. Donc moi, mon conseil est le suivant. Ces personnes qui sont toutes ouvertes et sensitives doivent apprendre à fermer les portes. Au même titre que ceux qui n'ont pas la sensitivité, les portes ouvertes, viennent dans mes cours pour apprendre ou d'autres cours, ouvrir les portes. Vous avez à apprendre à fermer les portes et la joie, elle vient quand on maîtrise. Je me mets au service, je travaille, j'ouvre tout et je vous reçois, vous les défunts ou vous les clients, selon qu'on est au service du vivant ou du monde spirituel. Et puis après, je referme tout et puis je vais manger, je vais faire la fête, je vais en vacances et là, je n'entends plus rien. Et c'est vraiment une histoire d'organes qu'on ouvre ou qu'on ferme. Et on ne doit pas, pour moi, être victime de sa médiumnité. La médiumnité est vraiment un cadeau qui devient joyeux dès lors qu'on la gère un tant soit peu. Alors, Denise Kikou, Gillian, moi, ça m'est arrivé 3 fois. Une fois quand j'étais toute petite, je devais avoir 16 ans et j'étais en train d'arriver tête baissée dans un camion parce qu'il pleuvait en mobilette. J'ai entendu une voix qui m'a dit lève la tête. La deuxième fois, c'était cette particularité de donner à l'homme qui était en face de moi le fait que son père et son frère, finalement, n'étaient pas si morts que ça. La troisième fois, c'était pour ma fille. J'ai jamais refusé. Oui, la question que je voulais vous dire, c'est que j'ai pas l'impression qu'on puisse refuser parce que finalement, c'est pas nous qui décidons. Donc, je pense pas qu'on puisse fermer un canal. Moi, je suis apte à recevoir encore des messages et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on me dise un peu ce qui se passe dans ce monde en ce moment et ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux. Donc voilà, je ferme pas et j'ai presque l'impression que je suis abandonnée dans la mesure où ça va faire, là, j'ai plus ma fille ça va faire 20 ans que j'ai plus de voix. C'est pas quelque chose qui vient de moi, donc c'est eux qui nous préviennent. Ou dans le cas de l'homme qui était en face de moi, quand il a su que j'avais les 2 prénoms de son père et de son frère, il est devenu blême. Parce que pour lui, bon, il avait hérité d'une grande fortune puisqu'il était devenu l'héritier, je veux dire, tout le monde était parti. Et pour lui, il n'y avait pas de problème. L'avenir était radieux et ça l'a remis vraiment en place. Mais qui décide? Et c'est très beau le témoignage que vous faites et ça m'amène ailleurs en fait. Dans ma représentation des guides, ce que je peux partager, c'est que nous avons tous un allié particulier qu'on appelle dans nos traditions judéo-chrétiennes l'ange gardien. Et ce que vous m'évoquez là, c'est que les 3 exemples que vous donnez, ça a été en fait des guérisons où ça vous a même sauvé la vie. Pour votre fille, je ne sais pas, mais ça a été des moments où s'il n'était pas intervenu, eh bien, peut-être vous seriez décédé, votre ami n'aurait peut-être jamais ouvert son cœur à l'au-delà, à cette conscience qu'on n'est pas si mort que ça. Je reprends votre expression que j'ai beaucoup aimée. D'accord? Donc, pour moi, l'ange gardien, c'est encore une autre relation. C'est l'entité spirituelle qui, toute notre vie, va rester à côté de nous pour nous ramener dans notre mission d'âme. Je mets des guillemets à mission d'âme parce que c'est très fort et je sais que parfois ça perturbe les gens. Mais moi, je crois qu'on vient sur cette planète avec des choses à apprendre et ça explique les épreuves qu'on traverse et des jolis talents à donner. Et que dès lors qu'on est dans le juste, qu'on arrive à conscientiser les apprentissages, à évoluer, qu'on arrive à donner ce pourquoi on est venu, notre ange gardien, il n'a pas grand-chose à faire que de nous mettre les bons bouquins, les bonnes personnes, les bons interviews à disposition pour qu'on reste aligné. Mais des fois, on s'écarte ou à un moment d'inattention, comme quand vous étiez petite, vous alliez vous prendre le camion, d'accord? Et puis c'est pas l'heure. Alors il se permet d'intervenir
fort. Il y a même des témoignages de gens qui disent « Mais j'ai senti une main de lumière venir m'extraire de l'accident de train. Tout le monde est mort sauf moi. » Et on m'a posé délicatement à côté des voies ferroviaires. Il y a des témoignages comme ça. Alors pour moi, ça, c'est vraiment l'intervention divine de l'ange gardien. Et c'est un peu un statut à part. C'est comme si eux, ils ont le droit d'intervenir sans qu'on demande. Alors qu'en général, on est quand même soumis, nous les humains, et aussi d'ailleurs, à la loi du libre arbitre. Nous ne sommes pas des pantins du monde spirituel, ils ne sont pas tout le temps en train de nous parler, de nous manipuler, ils n'ont pas le droit. On doit demander, soit par la prière, soit simplement par la concentration, on doit demander à nos défunts ou à nos guides d'intervenir dans la matière du monde, sinon ils n'ont pas le droit de le faire. Et malheureusement, vous parliez de l'époque actuelle, et qu'est-ce qu'on peut faire, etc. On a déspiritualisé le monde tellement, on a tellement matérialisé les choses que la plupart des gens ne prient plus. Je ne parle pas de prière au sens religieux, je suis une spiritualité laïque, vous vendre un dogme, du tout. Mais la prière a cela de joli, c'est qu'on peut exprimer de la gratitude au monde spirituel, mais aussi faire nos demandes. Et quand on fait nos demandes, on ouvre l'autoroute, on ouvre l'autorisation à nos défunts et nos guides de venir intervenir dans la matière, comme votre ange gardien l'a fait pour vous alerter de ce danger. Ce chemin, cette reliance entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, actuellement, notre société matérialiste en a hautement besoin. Et je pense que beaucoup de choses qui arrivent actuellement viennent du fait qu'on a déspiritualisé complètement l'éducation des enfants et notre mode de vie. On vit comme si nous n'avions que deux corps, le corps mental et le corps physique. On ne parle que santé publique, on ne parle que vaccins et médicaments. D'accord ? On ne parle plus du sens de la vie, on ne parle plus de l'âme, on ne parle pas de l'interdépendance avec le vivant, de comment on traite la terre, comment on mange, quel est le lien aux animaux. Et l'explication que nous on reçoit, les médiums, et je dis nous parce qu'on était plusieurs à travailler sur cette question de la pandémie et du sens de la pandémie, par exemple, ou des inondations, des incendies, parce que pour nous, tout ceci est à mettre au même niveau. Les réponses reçues sont toutes du même ordre. Nous avons, les humains, à respiritualiser la matière, à nous réveiller. On doit retrouver le sens de l'unité pour aller vers un monde solidaire et écologique. Et la pandémie, elle vient des animaux. C'est le règne animal qui est en train de nous réveiller et dire arrêtez de nous maltraiter pour nous bouffer de cette façon-là. On n'a pas besoin tous de manger des kilos de viande chaque année. On peut très très bien dans nos sociétés occidentales en manger plus du tout ou beaucoup moins, de façon à ce que les animaux que nous allons manger soient élevés d'une façon digne et belle. Je prends un exemple parmi 10 000 autres. On peut ne pas changer de iPhone toutes les années. On peut ne pas acheter des fringues faites par des mômes qui sont mal payés sans arrêt. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste de tous les dysfonctionnements. Donc, il y a quelque chose qu'on doit conscientiser et respiritualiser. C'est ça l'invitation de la pandémie, des incendies. Voilà. Il faut qu'on comprenne vite parce que c'est grave ce qui est en train de... Troisième partie, toujours avec Denise Kikou-Gillian sur l'antenne d'IDFM. Denise Kikou-Gillian, vous avez parlé tout à l'heure de la clairaudience, de la clairvoyance, de la clairsentence. La clairsentence, ça peut être aussi l'odeur d'organes qui vont pas bien. C'est-à-dire, moi, je sentais des odeurs de pancréas et c'était vraiment désagréable. Il n'y a que moi qui les sens. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'on rencontre dans la rue, mais tu as un pancréas qui va pas bien. On a l'information, mais on ne peut pas la donner. Qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, c'est joli ce que vous dites. Alors, c'est pas la clairsentence, ce dont vous parlez, c'est la clairolfaction. L'odeur qui se manifeste, c'est la clairolfaction. Visiblement chez vous, associée au clair-savoir, parce que vous pouvez faire le lien entre l'odeur et le sujet. Parce que moi, si je sens l'odeur que vous sentez à côté de quelqu'un, ça va pas forcément m'évoquer « Oups, il a un souci de pancréas ». Ça veut dire que vous cumulez clairolfaction et clair-savoir, ce qui vous permet de poser un diagnostic. C'est super. Vous feriez une excellente guérisseuse si vous ne l'êtes pas déjà. Moi, je pense que les gens qui sont guérisseurs pendant 20 ou 30 ans, c'est pas un métier qu'on peut faire toute sa vie. Ok, je vous entends. J'ai l'impression qu'on ne peut pas être guérisseuse comme ça toute sa vie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, cela implique pour moi de parvenir à ouvrir le cœur face à chaque patient, donc à renouveler cet amour, compassion profond, réel, sincère pour l'autre. Un guérisseur qui s'il ne parvient plus à aimer
son patient. Là, je parle d'un amour inconditionnel, de cet amour-compassion qu'on peut avoir aussi devant un lever de lune. Hein. Je ne parle pas de l'amour amoureux ou de l'amour fraternel ou de l'amour maternel. Mais vraiment, cette ouverture du cœur, je pense qu'il faut arrêter quand on n'arrive plus à faire ça. Mais tant qu'on arrive, qu'on a la ressource suffisante, l'inspiration suffisante, la guidance suffisante pour toujours renouveler cet amour pour l'autre et ce désir d'être au service, parce que c'est difficile quand même d'être au service tout le temps. C'est dur ce qu'on voit comme guérisseur, parce qu'on ne voit que des choses difficiles au fond. Si on a la force morale, le courage d'être au service et le cœur ouvert, alors pourquoi arrêter? Pour moi, c'est vraiment un moment donné dans ma vie, je viens du cinéma, je suis devenue médium guérisseuse. Franchement, j'avais pas besoin de ça. Hein. Le cinéma, ça cartonnait. Hein. C'est pas que j'ai voulu changer de métier du tout, mais ça a été comme un appel. Et je suis très heureuse aujourd'hui de me sentir au service d'abord du monde spirituel, parce que comme je le disais en début d'émission, je ne me sens pas thérapeute du tout. Je suis au service du monde spirituel et ce qu'il me demande de faire, je fais. Ce qui est très différent, je sais pas, quelqu'un qui serait médecin, je forme des médecins, des psys, etc., où eux, ce sont des thérapeutes au service de la guérison des vivants et ils ajoutent une dimension spirituelle. C'est pas la même triangulation, d'accord? Et dès lors, enfin pour moi, je suis au service du monde spirituel, donc aujourd'hui, je fais de la guérison. Quand ils me demandent d'écrire un bouquin, j'écris un bouquin. Donc, il n'y a pas que la guérison du corps, il y a aussi, ou de la psyché, il y a aussi ce service plus artistique, informatif, que je fais avec plaisir, des conférences, des émissions comme aujourd'hui avec vous. Puis pour répondre à l'autre partie de votre question que je trouve très intéressante parce que l'éthique m'importe beaucoup, vous avez demandé, ouais mais bon, quand je sens qu'il y a une pathologie dans la rue, au niveau du pancréas de quelqu'un, j'en fais quoi? Pour moi, on n'a absolument pas le droit de faire de la thérapie sauvage. Et ça, je le dis sans arrêt à mes élèves, c'est pas parce qu'on est médium et qu'on perçoit les défunts qu'on a le droit d'aller vers quelqu'un en disant « Ah, il y a ton cousin qui est mort il y a 3 ans, qui vient de dire coucou ». Non, ça c'est de la thérapie sauvage. Ce qu'on peut faire, c'est dire, tu sais, je suis un peu médium. Parfois, il m'arrive d'avoir des perceptions de gens sans que je l'aie demandé. Si ça devait m'arriver avec toi, est-ce que tu es d'accord que je te donne le contact? Et puis, on fait venir la personne pour un contact en bonne et due forme, pas comme ça en buvant un verre au bistrot ou en mangeant de la fondue. D'accord, ça me semble extrêmement important. Puis par rapport aux pathologies, moi j'agirais comme ça, c'est que dans la rue, non, on n'a pas à poser un diagnostic à qui que ce soit. Par contre, si on le perçoit dans sa famille ou pour un ami, on est trop mal, nous, si on retient le diagnostic. Si on a une information que la personne n'est pas allée chez le médecin, c'est horrible de vivre avec ça. Donc, dans ces cas-là, moi, je me permets de le dire, mais de nouveau en demandant l'autorisation de dire, en faisant de la métacommunication. Alors, je vais aller vers la personne en disant, tu sais, avec ma médiumnité, parfois, je sens des pathologies physiques, psychologiques. Il me semble sentir quelque chose avec toi. Est-ce que tu me permets de te dire ce que j'ai perçu? Et il y a des gens qui disent non. Non, écoute, ta médiumnité, tu te la gardes. Je vais aller chez le médecin. Bah, bingo. Au moins, j'ai fait mon job. J'ai planté ma petite graine. L'autre, il va chez le médecin. C'est parfait. La graine a été plantée sans que je dise fais gaffe à ton pancréas. Il y a aussi le fait de sentir. Donc, quand on sent que quelqu'un a mal à la tête ou quand on se retrouve avec quelqu'un qui est. Quand on prend en soi la douleur, ça peut être assez embêtant. On peut dire est-ce que tu n'as pas mal à la tête, par exemple, à la personne qui est en face de soi. Et si elle dit oui, ben on lui dit bon, est-ce que tu permets que je me soigne? Parce que franchement, moi, je me sens pas bien. Donc, je mets, moi, en général, la main où la personne a mal et c'est bizarre, tout disparaît. Ça vient de quoi, ça? Alors, c'est un mode de faire de la guérison spirituelle. Où on travaille beaucoup à distance, les guérisseurs aussi. Et ça marche tout aussi bien quand on travaille pour quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète. On travaille pour des animaux, des végétaux. Ça veut dire que dès lors qu'on pose l'intention de guérison pour quelqu'un, et encore plus précis, pour quelqu'un et un organe de cette personne en particulier, on active toute l'énergie spirituelle qui va aller au bon endroit et on active aussi les guides de la personne ou les guides, nos médecins du ciel qui travaillent avec nous pour aller soulager là où notre intention s'est posée. Donc vous, visiblement, vous transitez par votre propre organe, vous amenez de la guérison à votre tête pour aller soigner la tête de quelqu'un d'autre. Moi, j'utilise des photos de la personne, mais le principe est le même. Vous posez l'intention de guérison pour un organe et une personne et une temporalité. Puis c'est génial parce que ça marche, c'est vrai. Alors, je pose rien du tout, c'est que c'est comme s'il voit dans ma tête, ça arrivait vers moi. Et ce que j'en ai retenu, c'est que finalement, on n'est qu'un et que c'est pour remettre la personne en face de moi dans l'unité. C'est-à-dire que toutes les deux, en passant ma main, sa douleur sur la mienne,
finalement, on retombe sur une unité. On est trois en vérité. Il y a une troisième personne. Dans tous les soins, on est trois. On n'est jamais que deux. Donc, c'est la troisième personne qui, en faisant le lien, nous remet ensemble. On va passer sur la dernière partie de cette émission. Pour tous les gens qui, comme moi, sont un peu en ce qu'on appelle la déréliction, c'est-à-dire qu'en ce moment, on vit une époque tellement folle qu'on se retrouve un peu coincé chez soi. Moi, j'ai l'impression de ne plus recevoir de messages, d'être complètement abandonnée. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez autour de vous? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui le sentent comme ça en 2021? Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont dans de grandes souffrances suite à ces confinements répétés. Évidemment, en Suisse, notre problématique n'est pas la même qu'en France parce qu'on n'a jamais été bouclé complètement. D'accord? On a toujours eu la liberté de sortir, d'aller dans la forêt, d'aller au bord du lac. On est très proche de la nature. Vous êtes tout petit, la Suisse, il n'y a pas des très grandes villes. Donc, je dirais la situation n'est pas comparable. Néanmoins, des personnes qui ont été toutes seules, âgées, dans leurs établissements médico-sociaux, sans droit de visite, etc. Alors là, il y en a pléthore. Et ce qu'on observe en tant que guérisseur, c'est recrudescence des maladies psy, de l'agoraphobie, j'ose plus sortir, j'ose plus aller à l'université, j'ose plus être embrassée par qui que ce soit. Et puis là, depuis la vaccination, puis ça, je pense que c'est la même chose en France, il y a les personnes qui réembrassent volontiers, qui reprennent dans les bras volontiers, qui serrent la main volontiers, en toute confiance, et puis celles qui ont maintenu un carcan de peur, de rejet, alors qu'il y aurait raison d'assouplir les choses, hein, et la peur n'est jamais bonne pour le système immunitaire de toute façon. Okay. Donc, il y a tous ces soins maintenant à amener, et on fait beaucoup de travail dans ce sens-là, les médiums guérisseurs, de chasser la peur, arrêter la division. Ce qui fait le plus de mal aux gens, encore plus que la peur et le confinement, de ce que j'observe dans nos sociétés, c'est l'opposition pro-vaccin, anti-vaccin, pro-pass, anti-pass, pro-confinement, anti-confinement. Et ça a divisé les amis, ça a divisé les familles, ça divise la société et ça devient une espèce de guéguerre, duel, oui, non, oui, non, oui, non, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, qu'on sait très bien faire les humains et qui ne sert à rien. Et là, ça fait beaucoup de mal parce qu'il y a des gens qui sont exclus de leur famille parce qu'ils ont fait le choix de ne pas vacciner, par exemple, ou qui sont exclus de leur groupe d'amis parce qu'ils ne peuvent plus aller au cinéma et en boîte et je ne sais pas quoi, avec des jugements. Et ce qui fait le plus de mal, c'est ça. C'est de ne plus se sentir appartenir, de ne pas se sentir aimé, de pas se... Vous parliez d'unité tout à l'heure, de plus faire partie d'une unité. Et le conseil que je pourrais donner, et ce qu'on canalise aussi avec la guide avec qui je travaille tout le temps, je vais beaucoup poser des questions là autour. Nous avons maintenant à unifier, à reprendre conscience de l'interdépendance et dans ce sentiment d'unité, à partager les richesses avec les autres humains, mais aussi à prendre soin des végétaux, des animaux, de la terre, dans l'interdépendance. Et tant qu'on bagarre, oui, non, les vaccins, on est au mauvais endroit, on focalise au mauvais endroit. En fait, ça nous dévie du message de cette pandémie ou du message, ces incendies et tous ces cris d'alarme de la terre, ces ébrouements de la terre, je dirais, parce que ça devrait nous réveiller pour aller vers plus de spiritualité et d'unité, et puis ça nous divise. Oui, non, oui, non, oui, non. Et tant qu'on va être dans cette posture-là de gosse infantile qui se croit obligé de tout savoir et de juger, en fait, on va s'en reprendre quelques-unes. À mon avis, je ne veux pas faire de prédictions négatives, mais de ce que je ressens, nous devons nous réveiller, ouvrir le cœur, aller vers l'amour et la conscience écologique au sens large du terme, mais social des choses, sans quoi la planète, elle va continuer à s'ébrouiller, à être pas d'accord avec notre mode de vie. Et elle n'a pas besoin de nous, hein. Nous les humains, on a besoin de la planète, mais la planète n'a absolument. Et on se comporte comme des êtres profondément égocentrés, hein, à croire qu'on est les dieux du monde et que après moi le déluge. Non, c'est pas ça qui est en train de se passer. Donc ouvrir le cœur, recréer l'unité, ne pas juger, tout le monde a raison. Pour autant d'être dans la cohérence avec ses croyances médicales. Au même titre que quand on fait une chimiothérapie, si on l'a fait en se disant qu'on se fait du bien, on se fait du bien. Si on fait une chimio en se disant mon Dieu quelle horreur, je vais perdre tous mes cheveux et je vais vomir, on se fait du mal. Donc ramenons les gens au respect de soi, de sa propre cohérence, de ce qui est juste, dans le respect de tout un chacun. Donc pour ceux qui sont du côté, d'un certain côté, de mon côté à moi, c'est-à-dire de ce côté de gens qui résistent, hein, qui disent non, qui continuent à penser qu'on est les seuls à savoir ce qui est bon pour nous. Je pensais, moi, peut-être par quartier, par village, que les gens se rassemblent pour faire des sortes de méditation, mais juste dans le silence. Je pense que tout peut venir du silence et que le fait d'être simplement deux ou trois, comme ils le disent dans les Écritures, et de mettre un peu de silence, ça pourrait peut-être, sans attendre quoi que ce soit,
diffuser dans le quartier et rayonner. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous faites, vous, là-bas, dans votre Suisse natale? Alors, votre témoignage me fait le plus grand bien parce qu'il y a 2 ans de ça, j'ai lancé La Voix de la Tortue, qui est une méditation collective universelle qui a été dictée par des dauphins et des tortues en communication animale. Et donc, c'est vraiment une création, une co-création entre les animaux et nous. Et je le résume rapidement parce que ça fait complètement écho à ce que vous venez de dire. Une tortue m'a dicté sous l'eau en mer Rouge le mode d'emploi suivant, qui s'appelle la loi des 4 S. Premier S, faites silence en vous. Deuxième S, pour laisser la sensation émerger. Troisième S, silence et sensation permettent de laisser affluer la sagesse. Et dès lors qu'on fait silence, qu'on laisse la sensation se ressentir, que la sagesse afflue, que se mettre au service. Et dans le service, la voix de la tortue invite à une méditation collective tous les jours, même 30 secondes, 1 minute, où la même tortue a montré une porte, un double 8 croisé, avec au centre du double 8 une porte de lumière. On plonge dans la porte de lumière et de l'autre côté, on va juste amener plein d'amour à la terre, visualiser la terre dans sa perfection. C'est une forme de guérison à distance, de façon à recréer ensemble, dans le silence, un monde impeccable, de perfection, parce que cette perfection-là, imaginée, rêvée par le plus grand nombre, est une ressource de guérison pour la Terre entière. Et tout ça existe sur le site lavoixdelatortue.com, avec des petits traits d'union en chaque mot. Tout est gratuit, j'ai tout offert. Le site existe en 5 langues, les méditations guidées en 5 langues, la musique faite composer exprès pour soutenir la méditation. Donc, allez regarder, oui, faisons ça. On va s'y rejoindre. Ouais, c'est une très belle pratique et j'ai décidé maintenant qu'une fois par mois, j'allais la guider par Zoom. Premier vendredi de chaque mois, 18h30, pour consolider la communauté. Je pense qu'on est déjà bien 2000, 3000 à pratiquer. Ça fait 2 ans que je la promeux. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez juste m'envoyer votre mail ou je vous mets dans la mailing list. Puis comme ça, c'est le premier vendredi du mois, 18h30, et ça fait qu'on partage un moment ensemble. Et vous restez combien de temps? 1/2 heure, 3/4 d'heure. Dans le silence? Non. Alors, je tchatche au début pour accueillir les gens qui ne savent pas comment expliquer ce que c'est. Après, je guide sur 5 minutes pour aller dans l'égrégore. Puis après, c'est que musique et silence. D'accord. Infini. Infini au singulier. Oui. @atelier. Au singulier. Oui. Trait d'union. Du milieu. Du milieu. Oui. Infini. Au singulier. Ouais, au singulier. .com. Je rappelle votre nom, Denise Kikou, Kikou, Gillian, Giliand. Le titre du livre s'appelle Le guide de médiumnité, contact, guérison et créativité. Vous avez aussi le site de la tortue, lavoixdelatortue.com. On vous retrouve sur YouTube, sur votre nom, Denise Kikou Gillian, où il y a beaucoup de vidéos, de documentaires. Vous avez aussi l'école de l'infini et puis l'atelier infini. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission? Je souhaite vraiment de tout mon cœur qu'on parvienne à retrouver cette unité. Et je vous invite à pratiquer la voix de la tortue avec nous. Ça fait du bien, c'est se faire du bien à soi, c'est faire du bien à la terre. C'est une jolie façon de faire silence pour honorer le vivant. Et plus on sera nombreux à pratiquer ce type de méditation, moi je propose celle-là, il en existe d'autres, et bien plus on permet en fait aux énergies de se renouveler et d'aller vers de plus en plus d'amour. Et on en a bien besoin. Merci beaucoup, Denise Kikou Gillian. Merci pour votre émission.